Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Entretien du jour. Je reçois aujourd'hui Angélique Veillard, qui est auteure de ce livre paru aux éditions Panthéon. Le livre est intitulé « Nous avons Dieu en thérapie ». Oui, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi Dieu en thérapie? Normalement, c'est des médicaments qu'on prend pour une thérapie. Ah non, on ne prend pas de médicaments pour une thérapie. Les médicaments, ce sont des placebos que l'on donne en plus éventuellement d'une thérapie. D'accord. Donc là, c'est une thérapie psychologique. Oui, tout à fait, avec des psys. Mais est-ce que Dieu et la psychologie, ça fait bon ménage? Là, dans notre écrit, oui, ils font bon ménage. Après, dans la réalité, oui, aussi. Oui, oui. Je pense que Dieu et la thérapie ne sont pas forcément opposés. D'accord. Parce que là, il s'agit ça ressemble à une pièce de théâtre, hein? C'est une comédie? C'est une comédie sous forme de pièce de théâtre qui sera adaptée d'ailleurs au théâtre par Jean-Pierre Dravel et Olivier Massé. Donc actuellement, on a signé le contrat avec eux et on attend de savoir dans quel théâtre et où sera joué et qui seront les comédiens de cette comédie qui est quand même une bonne satire du monde de la thérapie. D'accord. Parce qu'en plus, quand vous parlez de Dieu en thérapie, et je relevais ce lien entre la psychologie et la religion. Oui. Aujourd'hui, quand on parle de Dieu, ça ressemble à quelque chose de très sulfureux, de très... Ah, ben oui. Disons qu'on a utilisé aussi un titre peut-être un peu provocateur, hein, en y mettant un Dieu en thérapie. Pour certaines personnes, certains milieux, ça peut paraître en effet très provocateur. Après, quand on ouvre le livre, qu'on le parcourt, qu'on le découvre, franchement, on revisite un petit peu le monde de la Bible, mais on y a quand même mis de la mythologie. Oui, beaucoup avec Dionysos. Et oui, il fallait quand même trouver des patients suffisamment beaux, avec une histoire aussi intéressante. Hein. Il y a Dionysos, il y a Ève et Marie qui font partie de la Bible, et puis il y a quand même Aphrodite aussi, quand même, il ne faut pas l'oublier. Oui, oui. Et ceux qui n'apparaissent pas, mais qui sont quand même plus ou moins cités à la fin, qu'on ne voit pas, mais les principaux personnages, c'est en effet Dieu et les thérapeutes, la secrétaire, qu'il ne faut pas oublier. Oui, j'allais en venir à la secrétaire, parce que quand j'ai commencé le livre, c'est le personnage qui m'a directement accroché. Oui. C'est une secrétaire qui travaille dans un cabinet et qui, apparemment, n'est pas à sa place, parce que quand elle parle de ses patrons, on a l'impression qu'elle parle d'adversaires plus qu'autre chose. Alors, la secrétaire est quand même hyper importante. Hein. Elle est entre les deux, c'est-à-dire elle est avec son patron, le docteur Synagode. En plus, elle en a deux patrons. Il y a un homme et une femme. Un homme et une femme, un obsessionnel et une bonne hystérique. Enfin, et notre secrétaire qu'on a décrit, quand je dis notre, parce que comme c'est une comédie coécrite, on l'a un peu décrite aussi sous une forme de Barbie. Hein. On a aussi un peu caricaturé la secrétaire. Et puis il y a tous les clichés qui y passent. La secrétaire qui est tout le temps au téléphone, sur son téléphone personnel, qui fait attendre les patients qui appellent le cabinet. Oui, mais c'est réel, hein, on le voit. Hein, les secrétaires, on passe aussi leur petit coup de fil perso. Bon, là, au tout début, on la voit au téléphone en train de parler avec sa copine pour s'inscrire sur un club, sur un site de rencontres lesbiennes. Et donc voilà, donc oui, on s'est beaucoup amusé à caricaturer un petit peu le monde. Je vais poser une question qui devient presque rituelle quand je reçois les gens qui ont écrit, mais est-ce qu'il y a du vécu personnel dedans? Alors, je pense que de toutes les manières, quand on écrit quelque chose, quel que soit le livre, on y met forcément un peu de soi.
Ensuite, on va aussi se servir, nous, en tant que thérapeutes, on va aussi se servir de ce qu'on peut voir autour de nous, de nos propres patients, de nos collègues et aussi parfois de nos amis, de l'entourage qui peut être là et qui peut être inspirant et donner des idées. Mais bien évidemment, on a quand même grossi la chose. Hein. En même temps, on voit quand même certaines choses décoiffantes, parfois, dans les cabinets de thérapeutes. D'accord. Et puis, il y a cette rencontre avec l'un des patients qui s'appelle Dieu, qui se prend pour Dieu. Oui, qui est quand même décrit quand même plutôt dépressif, qui n'en peut plus. Hein. Et c'est vrai que cette comédie, on l'a écrite à deux têtes, à quatre mains. Et aussi, on s'est beaucoup servi de ce qu'on pouvait voir. On a vu des films, on lit beaucoup. On s'est vraiment inspiré de certaines choses qui se passaient dans l'instant où justement on était dans l'écriture de cette comédie. Et on lui a fait dire des choses qui parfois pourraient être violentes ou en tout cas pourraient être mal vécues, mais on lui a fait dire des choses qui étaient quand même, en tout cas pour moi, intéressantes et importantes aussi. D'accord. Et vous attaquez un peu la psychologie dans le livre, Bien via sûr. la secrétaire. Pourquoi? C'est un exercice de... Tout simplement parce que le métier de thérapeute, c'est quand même un métier lourd. Hein, on voit beaucoup de choses, des cas lourds, on voit beaucoup de choses. Et je pense qu'un thérapeute, quel qu'il soit, doit toujours savoir se remettre en question. Toujours. Et doit, pour moi, suivre un parcours thérapeutique, être supervisé régulièrement pour pouvoir recevoir et accueillir le discours du patient qu'il a en face de lui le plus correctement et le plus sereinement possible, puisque dans la vie et dans le milieu thérapeutique, il y a le transfert et le contre-transfert. Donc nous sommes toujours plus ou moins en face à face avec le patient, et donc forcément le patient peut avoir aussi accès à certaines émotions ou certaines choses qui peuvent se passer chez le thérapeute. Et donc le thérapeute doit pouvoir avoir un lieu à lui où, justement, il peut aller déposer ses valises ou, lorsqu'il rencontre un cas plus compliqué qu'il a du mal à gérer avec un patient, pouvoir aller un peu poser tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais quand on a un patient comme Dieu, oui. Qui arrive, on lui demande de patienter, il entre directement dans le cabinet sans attendre, on peut difficilement rester serein. Alors, je pense, moi ça m'est déjà arrivé. Hein. Moi j'ai pas de secrétaire et j'ai juste une petite entrée. Et c'est déjà arrivé qu'il y a un patient qui rentre alors que j'ai encore l'autre patient dans le bureau. Je pense qu'il faut savoir rester posé et dire gentiment veuillez patienter quelques instants, je vous reçois dans quelques minutes. Je pense que il faut savoir rester serein. Enfin, je ne sais pas si le mot serein est d'ailleurs convenable ou convient, mais je pense qu'il faut savoir gérer aussi ce qui se passe aussi pour nous. Surtout quand c'est un patient qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu, c'est quand même difficile de rentrer dans le cabinet d'un psy et de faire la démarche. Et encore aujourd'hui, parfois un peu tabou de venir parler de ses problèmes de sexe, ses problèmes de la vie de tous les jours. C'est quand même compliqué. C'est vrai que il faut aussi savoir avoir beaucoup d'empathie et pouvoir accueillir ce patient, même s'il rentre comme ça dans la salle, de façon à ce qu'il ne se sente pas rejeté. Parce que dans son histoire, à ce moment-là, je ne sais pas encore comment il peut réagir. Donc il faut être déjà à la base très empathique et savoir accueillir de manière à ne pas être rejetante, repoussante et voire cassante. D'accord. Des revues comme Psychologie aujourd'hui sont devenues des revues qui se vendent dans les kiosques. Est-ce que ça facilite le travail des psychologues? Je pose une question peut-être triviale, mais est-ce que le succès de vente de Psychologie aide à rendre la psychologie
plus populaire? Alors, je pense que ça peut contribuer, en effet. Parfois, je pense que les sujets ne sont pas forcément toujours bien adaptés. Il y a de très bons articles, hein, parce que moi-même, j'en lis. Je lis un petit peu ce que peuvent dire mes confrères ou consoeurs, et je trouve cela pertinent. Mais parfois, je pense très souvent, dans notre métier, on n'ose pas aller jusqu'au bout et pousser un tout petit peu plus loin. Des fois, on s'interdit un petit peu par peur, peut-être, de ce qui pourrait se dire ou se faire après. Malheureusement, il faut aussi oser de temps en temps dire je ne suis pas d'accord avec tel ou tel principe parce que ça ne correspond pas, en tout cas, à ma façon d'être ou à ma façon de travailler. Tout à l'heure, je vous disais que la secrétaire attaque notamment Lacan et Freud en psychologie. C'était un exercice de rhétorique où vous vouliez vraiment montrer que même sur ces fondamentaux-là, on peut avoir à redire aujourd'hui. Freud, Lacan, Jung, Ferenczi, tout cela ont apporté beaucoup, hein, et on leur doit quand même beaucoup. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi évoluer, et je pense qu'il faut aussi regarder les personnes qui réfléchissent et qui essayent d'apporter des nouveautés au niveau de la thérapie, hein, parce qu'il y a plein de thérapies diverses et variées, hein. On va y trouver aussi de l'hypnose, de la sophrologie, on va y trouver de la bioénergie, enfin tout plein de types de thérapies. Et je crois que, en effet, Freud et Lacan, Jung, enfin, Freud, c'est vrai, le père de la thérapie. Mais en même temps, aujourd'hui, il faut aussi évoluer, il faut aussi regarder les nouvelles pensées et peut-être réfléchir autrement. La société a évolué. Mais est-ce que sur ces fondamentaux-là, on peut bouger quelque chose? On peut bouger sur la forme, sur la manière d'approcher le patient, sur la manière de l'accompagner peut-être dans sa thérapie. Mais est-ce que sur les fondamentaux eux-mêmes, il y a des choses qu'on peut faire bouger au niveau des lignes? Moi, je pense qu'on peut faire bouger. Par exemple? Je pense qu'il faut juste oser se reposer et rouvrir des réflexions diverses et variées sur l'Oedipe, par exemple, sur l'inceste, sur plein de choses. Remettre peut-être pas tout en question, garder bien sûr ce qu'ils ont fait, parce que c'est magnifique. C'est ce qui nous a permis de pouvoir faire aussi notre métier aujourd'hui. Mais aussi pouvoir, j'ai envie de dire, rouvrir quelque chose de nouveau, quelque chose qui soit plus dans l'air du temps, dans la société actuelle, quoi. Merci beaucoup, Angélique Veillard. Je rappelle que vous êtes co-auteur avec Éric Dietrich de ce livre « Nous avons Dieu en thérapie », paru aux éditions Panthéon. Oui. Merci d'être venu. Merci de m'avoir reçu. Merci à vous, et merci à vous également d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'entretien du jour. À bientôt.